Bienvenue à la sagesse des mythes, qui est maintenant la philosophie des mythes. Bienvenue à M. Denis Briquenet à cet entrevue. Merci. Aujourd'hui, qui sera consacré au mythe d'Osiris, Isis et Horus, qui est un mythe de l'Égypte ancienne. Donc, l'idée de cette série sur les mythes, c'est de se reconnecter ou se connecter, si on n'a jamais été connecté, à ces anciennes sagesses au travers des mythes, des symboles. On a fait dernièrement Hercule, on a fait aussi une activité sur la Bhagavad Gita, qui est l'Inde ancienne. Et auparavant, on a fait sur la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne, ou le mythe de la caverne de Platon. Donc, et on voit que ça, encore aujourd'hui, malgré que ça a des centaines, voire des milliers d'années, ces anciens mythes, ces anciennes traditions nous inspirent encore, nous parlent de nous-mêmes, nous parlent de nous en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant qu'humanité. D'autant plus le mythe d'aujourd'hui de l'Égypte ancienne qui, bon, Dieu sait combien d'années il peut y avoir, mais c'est au moins 5000 ans, c'est au début de l'Égypte, je pense. Et puis, donc, on a la chance d'avoir Denis Briquenet qui nous fondateur de Nouvelle Acropole Montréal, Nouvelle Acropole Canada, donc qui a plusieurs années comme philosophe ou apprenti philosophe, je pense que c'est philosophe, puis qui va nous entretenir sur ce thème fondamental. Donc, encore une fois, bienvenue à cette activité. Et je pense que pour nos spectateurs ou interlocuteurs ou participants, il s'intéresserait de savoir pourquoi les mythes, encore une fois, on en a parlé dans les activités, mais c'est toujours bon de se rappeler, je pense, au début de l'activité, pourquoi on s'intéresse à ça. On appelait avant l'activité la sagesse des mythes, maintenant on l'appelle la philosophie des mythes. Il y a un lien, philosophie, philosophia, l'amour de la sagesse, donc des mythes, donc il y a une sagesse dans les mythes, donc on s'intéresse donc on veut comprendre, on veut savoir. Et donc, je vous pose la question, pourquoi les mythes? Si on peut résumer en quelques mots, si c'est possible. Qu'est-ce qui nous intéresse comme être humain, encore plus comme philosophe aujourd'hui? Oui. Pourquoi les mythes, finalement? Pourquoi les mythes? Je dirais c'est parce qu'ils sont là. Je crois qu'on avait déjà un petit peu fait cela lors d'un autre entretien en évoquant l'alpinisme. Mm-hmm. Lorsqu'on posait la question à un ou plusieurs même alpinistes, parce que la réponse a été répétée, et je pense répétée de cœur, pourquoi monter la montagne? Pourquoi vouloir aller jusqu'au sommet de la montagne? Pourquoi? Et la réponse avait été parce qu'elle est là. Mm-hmm. Alors l'intérêt des mythes, je dirais que d'abord, c'est parce qu'ils sont là. C'est un fait historique. C'est intéressant de penser que l'on a affaire à des mythes, avec toute la connotation qui peut-être être attachée, c'est surtout de nos jours. L'idée du mythe comme étant pure affabulation, d'accord, mettons, c'est-à-dire qu'il ne se rapporte pas à des données historiques, mettons, mais d'un autre côté, ce qui est évident, c'est qu'ils sont là. Ce sont des faits historiques. Les faits historiques, c'est que nous avons des mythologies dans toutes les traditions. Mm-hmm. Lorsqu'on fait l'étude des civilisations, des cultures, même des tribus, nous avons toujours cette présence factuelle, le mythe est là. Et il est là pas simplement comme, disons, une figure de distraction, il est là avec un rôle important dans le développement historique, dans le développement de la culture, dans le développement de la civilisation. Alors pourquoi les mythes? Parce qu'ils sont là. Alors comme ils sont là, si jamais ils étaient là uniquement que pour un petit moment, voilà, mettons Isis, Osiris et Horus, oui, c'est en Égypte, mais ça durait 10 ans, ou même un peu plus, mais imaginons que ça durait 50 ans. Et après, il n'y a plus du tout cela. Et avant, il n'y a pas du tout non plus cela. Donc ça serait vraiment comme un petit point dans l'histoire, une anecdote historique, et qu'on s'y intéresserait, je ne sais pas, pour faire une thèse
de doctorat ou quelque chose comme cela. Et là, ce n'est pas le cas. Là, non seulement le mythe, il n'appartient pas à une époque spécifique, mais il les traverse. Non seulement il n'appartient pas à une culture spécifique, sinon qu'il continue d'exister en prenant des formes qui sont, comme par exemple pour les formes égyptiennes, des formes grecques, des formes romaines. Et même plus tard, on les retrouve encore dans l'histoire occidentale, jusque dans le Moyen Âge, et même au-delà, dans la Renaissance. Comment se fait-il? C'est ça qui est intéressant. Et ils sont là et ils sont vivants. Ils sont là et sont des sources d'inspiration. Parce que si on enlève les mythes, si on enlève la mythologie, et qu'on regarde l'art, les réalisations artistiques, aussi bien au niveau de la statuaire, au niveau des temples, au niveau de la peinture, au niveau des fresques, au niveau des inspirations musicales, des inspirations poétiques, si on enlève la mythologie, eh bien, qu'est-ce qui reste? Alors, il restera certainement quand même encore quelques formes d'art, peut-être, mais il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, ce n'est pas simplement la petite histoire. C'est pour ça que même pour Osiris, Isis et Horus, je ne crois pas qu'il y a véritablement un intérêt de raconter l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est quand on raconte, on fait la narration, on raconte l'histoire du mythe, très rapidement, on se rend compte que c'est complètement irrationnel, que ça devient complètement loufoque à la limite. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est que la simple narration peut nous éloigner de toute la puissance civilisatrice et culturelle que le mythe a détenue et continue de détenir dans le temps au niveau des cultures et des civilisations. C'est-à-dire que l'histoire, il faut la regarder au travers de l'art. Par exemple, les papyrus égyptiens. Osiris, c'est une figure importante. Isis aussi, dans le fameux livre des morts égyptiens, avec toute une série de vignettes. Donc c'est déjà artistique. C'est déjà là, présent. Et c'est cela, la relation qu'il faut avoir avec le mythe. Pour justement, encore une fois, nous l'avions évoqué la dernière fois, il ne faut pas perdre la magie du mythe. Il faut ne pas perdre l'être de l'ange, l'étrange du mythe. Parce qu'il est justement là pour ça. Il est là pour nous dire, vis ta vie, ici et maintenant, dans ton présent, dans ton temps, dans l'espace qui est le tien, mais pas uniquement là. Vis-le aussi dans l'histoire de l'humanité, dans la destinée de l'humanité. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Regardons maintenant aussi, tout simplement au niveau du cinéma et des films, c'est pareil. Combien est-ce qu'il y a de mythes qui appartiennent au patrimoine de l'humain et qui font des sources d'inspiration. Donc c'est ça. C'est-à-dire, je reste toujours dans une position de me dire, il faut faire attention à la narration du mythe, parce que si on raconte l'histoire, on risque de s'éloigner de cette possibilité de se dire, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui est vaste. Il y a une porte qui s'ouvre et qui s'ouvre sur un autre univers, sur quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'il faut se garantir. Il ne faut pas qu'on se ferme la porte en se racontant une histoire qui, finalement, surtout de nos jours, surtout là où nous sommes maintenant, nous apparaîtrait comme un peu loufoque. Ne serait-ce que par le fait, je donne juste un petit exemple par rapport à ce qui nous intéresse ce soir, c'est lorsque finalement Isis, Isis par rapport aux Osiris, est-ce que c'est son amante? Ah ben oui, on dirait bien. Est-ce que c'est son épouse? Ah ben oui, on dirait bien. Et aussi, est-ce que c'est sa sœur? Ah oui, on dirait bien. Alors déjà là, tu vois le mélange qui fait que mais on a affaire à quoi ici là, toi? Et attention, parce que dans une certaine époque, les contextes sont artistiques, culturels, civilisateurs sont différents. Comme vous l'avez dit, c'est vivant. Le mythe est vivant et se transforme. Et
parfois est raconté d'une manière. Je me souviens de différentes, ben, comme Hercule, par exemple. Bon, on n'a pas raconté l'histoire la dernière fois, mais j'avais déjà posé la question il y a plusieurs années. Euh, Puis j'ai essayé de trouver ben, où est-ce qu'on raconte vraiment les 12 travaux dans un livre. Puis j'ai jamais trouvé, peut-être ça existe, mais j'ai jamais trouvé. Puis là, c'est ça que j'avais bon, réfléchi, c'est-à-dire, ben, on nous raconte un peu l'un travail dans une autre histoire en parallèle, et puis un autre dans un autre dans un autre. Puis à un moment donné, on sait que c'est 12 travaux, mais ça me fait penser à Osiris, justement, et, ben, le mythe d'Osiris, où, en fonction de l'époque, peut être. Ben, le fond de l'histoire reste le même, mais ben, vous me direz si je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fonction du moment aussi, l'histoire va être le fond le même, mais va être racontée d'une autre façon. Ou peut-être un autre point de vue pour faire retirer quelque chose dans le moment. Est-ce que je me trompe par rapport à ça? Oh, non, non, absolument pas. Justement, précisément parce qu'on considère que le mythe, à ce moment-là, est un être, Mhm. bon, une entité, un être vivant. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre. Bon, ben alors mettons de côté le bizarre de la chose. Mais surtout ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, il se développe. Alors c'est intéressant, parce que ça veut dire donc que le mythe n'est pas un dogme, Mhm. puisqu'il vit en se développant, en changeant d'habit. Et même, nous avons, dans le cas, existe aussi pour le mythe d'Osiris, où il y a plusieurs versions. Alors, ce sont des Ouais. versions qui, à la limite, peut-être pourraient même apparaître contradictoires. Si on compare cette version à cette autre version, alors évidemment, ça veut dire que c'est différent et que peut-être il y a quelque chose qui est contradictoire de l'une par rapport à l'autre version. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire, il faut, je vais prendre un exemple un peu brut, si on veut. C'est-à-dire, nous nous habillons de différentes façons. Alors si c'est une activité qui est une activité qui exige que l'on s'habille d'une certaine façon, bien habillé, enfin, un truc un peu comme du gala, ou je ne sais. Bon, c'est un habit. Mais peut-être après, si on va à la plage. Alors si on va à la plage, on va se retrouver dans une autre tenue. Ensuite, si on va faire du sport, on va se retrouver dans une autre tenue. Mais nous sommes toujours nous-mêmes. C'est toujours moi qui m'habille différemment en fonction des circonstances. Mhm. Ça peut être très, très, très contradictoire de me voir en maillot de bain et d'un autre côté de me voir en costume cravate. C'est contradictoire. Si j'essaye de comparer, mais quel est le vrai? C'est le maillot de bain ou c'est le costume cravate? Mhm. Donc Je c'est vois. un petit peu ça. Le mythe, sa préoccupation, ce sont manifestement les essences. Ce qui est essentiel, les essences. Un peu comme si nous disions, voilà, on a trouvé les moyens mathématiques de mettre en équation la loi de la gravité, mettons. Alors cette fameuse formule qu'on apprend à l'école et qui nous a aidé à résoudre quelques petites équations lorsque nous étions au collège, mettons, Mhm. ou au lycée. Bon. Alors c'est la même chose. C'est-à-dire que la loi de la pesanteur, elle est une, où que l'on soit. Elle ne dépend pas de la latitude, de la longitude. Elle est une. Mhm. Bon, alors elle se résume dans une seule équation. Voilà. Mais avec cela, on a pu voir des constructions très différentes les unes des autres. Mhm. Et on ne peut pas construire quelque chose en faisant fi de la loi de la pesanteur. Ce n'est pas possible. Mais par contre, il y a combien de possibilités de faire une voûte? De pouvoir réussir à créer un arc pour pouvoir établir un espace dans lequel on peut se déplacer. Après, quand on regarde, il y a de multiples façons, tout aussi extraordinaires Mhm. les unes que les autres. Donc il y a une essence, Ouais, je vois analogiquement, l'idée. qui est la loi ou l'équation de la pesanteur, et après, il y a une multitude de possibilités de pouvoir faire avec. Mhm. Alors c'est ça l'affaire. C'est-à-dire que dans le mythe, il y a une essence, et cette essence se manifeste, elle vit au travers de tous ceux qui, individuellement et collectivement, sont capables de s'y connecter. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mhm. Parce que, Le- mettons, l'amour, c'est un mythe. Ce n'est pas une équation mathématique. Ce n'est pas une quantité.
Ouais, je vois l'idée. Ce n'est pas une énergie psychique, même si ça peut évidemment se manifester de multiples façons, par une caresse, par une embrassade, par un bouquet que l'on offre, etc., etc., etc. Hmm. Et toutes les valeurs qui sont les valeurs fondamentales sont des mythes. C'est peut-être pour ça que justement aujourd'hui on a tant de mal à pouvoir les voir s'incarner, parce qu'il faut se connecter aux mythes. Hmm. Et c'est là où l'art entre en ligne de compte. Et que c'est un art et une science. C'est toute une culture, c'est toute une civilisation. Et c'est ce qui se passe en Égypte. En prenant le mythe d'Osiris, d'Isis et d'Horus, c'est ce qui se passe. C'est un ternaire, ils sont trois, hein, c'est-à-dire Osiris, Isis, Horus, c'est encore une fois un ternaire. Ouais. Et encore une fois, on retrouve une structure ternaire qui se rapporte à une vision qui ne se limite pas à ce qui est apparent. Et ça, c'est une constante. Tous les ternaires ne se ressemblent pas, mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cette dynamique 3 qui existe et qui se rapporte à manifestement une relation, à une dimension plus spirituelle des choses. C'est les mêmes principes. Si je comprends bien, si je comprends bien, c'est vraiment. Ben, je résume, ou aujourd'hui, encore plus, on pourra avoir de la difficulté, ou plutôt on fait la confusion entre, si on prend l'exemple de l'arche, enfin, on confond l'arche, ben voici la vérité. L'arche, c'est qui, on essaie ensuite de reproduire, mais en fait, la vérité est derrière, c'est-à-dire la loi de la gravité qui nous indique comment construire d'une certaine façon. Donc, d'où les différentes formes, d'où les différentes ensuite visions, facettes du même principe. D'où le ternaire qu'on revoit souvent dans plusieurs traditions, Isis, Osiris et Horus. Mais comment, mais je me pose la question que les gens peuvent se poser, comment ensuite on s'y retrouve dans ça, c'est-à-dire si ça peut changer de forme, ou plutôt ouais, de forme, comment moi je m'y retrouve, qu'est-ce que j'apprends de ça, de ces mythes, si, bon, un jour, Isis, par exemple, un jour, elle est la sœur dans une version un peu plus, ben, la même version, mais dans la même histoire, même, des fois, peut changer, elle devient mère d'Osiris. Ensuite, donc, qu'est-ce que, on a été éduqué dans une vision résonante, de la raison résonante, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être une chose et son contraire. Que nous, en philosophie et dans les anciennes traditions, on voit qu'il y a une union, des fois, oui, il y a différentes facettes d'une même réalité. Donc, comment les gens peuvent se retrouver, en fait? Bah, je dirais que pour s'y retrouver, il ne faut pas s'y perdre. Si jamais je m'y perds, ça va être difficile de m'y retrouver. C'est la différence qu'il y a entre une figure qui est importante, d'ailleurs qu'on retrouve aussi quelque part en Égypte. Je pense à Abydos notamment, mais on ne va pas non plus rentrer dans des choses qui sont trop compliquées, hein, parce que tout le monde ne connaît pas nécessairement suffisamment la civilisation égyptienne. Mais c'est l'image du labyrinthe. Alors l'idée que nous avons, c'est que si on rentre dans un labyrinthe, c'est très dangereux, parce qu'on peut s'y perdre. Et si on se perd dans le labyrinthe, on ne peut plus s'y retrouver. Alors, c'est une mauvaise approche qui est due au fait qu'on n'a pas compris ce qu'est le labyrinthe. Le labyrinthe, qui est le palais, le temple du Laber, qui est cette fameuse hache à double tranchant que l'on voit être un attribut d'un certain nombre de héros, hein, de héros, dans le cadre de un certain nombre de traditions. Quand on rentre à l'intérieur, on ne s'y perd pas. Pourquoi? Parce que c'est un chemin qui, si on le continue, malgré les apparentes méandres qui le constituent, nous arrivons au centre du labyrinthe, et une fois qu'on est arrivé au centre du labyrinthe, eh bien, il y a un chemin tout droit qui nous ramène à la sortie, qui est juste à côté de l'entrée
par laquelle nous avons pu rentrer dans le labyrinthe. Autrement dit, le labyrinthe, on ne s'y perd jamais. Là où on se perd, c'est un dédale. C'est la différence. C'est quand les gens pensent labyrinthe, ils pensent en fait dédale. Dans un dédale, c'est le dédale de la pensée. C'est-à-dire lorsque notre pensée est confuse, lorsque justement on n'en a pas appris ou qu'on n'a pas voulu apprendre, ou qu'on s'est arrêté à un certain moment dans cet art et cette science de la pensée. Il y a une certaine logique. Il faut apprendre la logique petit à petit. Il y a une architecture mentale, de la même manière qu'il y a une logique qui est celle du sentiment, qu'on retrouve par conséquent dans l'art, par exemple. Donc c'est tout cela qui est important. Cela veut dire que pour ne pas s'y perdre, eh bien, il faut y entrer avec méthode, avec ordre, avec conscience. Il ne faut pas s'y précipiter et il faut commencer correctement. Et en ce qui concerne le mythe, je pense personnellement par, disons, peut-être l'expérience plus personnelle, mais aussi qui est partagée par d'autres, qu'il faut rentrer non pas par la science, mais par l'art. Je répète un peu ce que je disais, c'est-à-dire l'art. Quand on va en Égypte pour rencontrer l'Égypte ancienne, on rencontre l'Égypte ancienne comment? Pas par les Égyptiens. Parce que les Égyptiens de l'Égypte ancienne, il y a longtemps qu'ils ne sont plus là. Mais par contre, nous avons tous les vestiges qui sont encore présents. Toutes les pièces qui sont présentes dans les musées, d'ailleurs pas simplement que l'Égypte, même ici, nous avons des pièces égyptiennes. Enfin, il y a des musées partout dans le monde où il y en a. Et c'est ça le contact qu'il faut. Il faut croire, accepter que existe en nous une capacité sensorielle, sensible, qui n'est pas réduite au fait de la satisfaction d'un désir très immédiat. Comme par exemple, j'ai faim. Alors, j'ai faim, je sens que j'ai faim, je mange. J'ai plus faim, tout va bien. Alors ça, c'est la même sensibilité, mais au niveau qui est le niveau, disons, le plus basique. Mais cette même sensibilité peut nous permettre d'entrer en contact avec des intériorités, en contact avec des données qui sont essentielles, mais qui ne se traduisent pas immédiatement, mais qui, pour se traduire, pour se communiquer, doivent passer aussi par un corps, par une corporéité. Et c'est ça le symbole. C'est ça le mythe, c'est ça l'histoire. Et heureusement qu'elle est un petit peu bizarre. Parce que si elle n'était pas bizarre, si elle répondait aux lois mathématiques de la physique, de la mécanique, de l'électricité, de la chimie, eh bien c'est la mort radicale et totale du symbolisme et du mythe. Il n'y aura plus rien à apprendre. On nous dira que c'est ce qu'on nous dit notamment pour l'Égypte aussi. C'est-à-dire que, alors les dieux, ou la Grèce, ou la Rome, ou Sumer, ou Babylone, ou l'Inde, c'est toujours le dieu de la tempête. C'est le dieu de l'éclair. Alors si moi je dis, vous voyez, Jupiter, le vrai, je ne parle pas de l'actuel, Jupiter, c'est le dieu de l'éclair, qu'est-ce que je vais apprendre de plus de Jupiter si c'est l'éclair? Aujourd'hui, on sait, voilà, c'est la polarité plus qui s'accumule dans le nuage, c'est la polarité moins qui s'accumule sur la Terre, il y a une décharge d'arc, et voilà, on a Jupiter. C'est pas ça. C'est pour ça que justement, ils sont présentés d'une manière telle que ça ne correspond pas à des canons ou des critères qui, eux, sont mathématiques, sont rationnels et appartiennent aux sciences qui sont sciences dites, comment dit-on, strictes. Non, il faut conserver ça. Alors justement, l'histoire, comme on disait tout à l'heure, avec, alors, c'est femmes ou c'est sœurs, ou c'est les deux. Alors c'est quand même un petit peu interrogatif. Voilà, ça choque un peu, mais pas d'un point de vue d'une morale, disons, de surface, là. Sinon que, il y a quelque chose, là. Là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit, c'est ça? C'est ça. Alors évidemment, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que ça ne nous dit rien du tout. Non, mais tu sais, je dis ça de... Mais comme vous l'avez si bien dit, je trouve que c'est une bonne idée de parler de la philosophie, de la sagesse des mythes, de la philosophie des mythes. Le fait de se dire, il y a quelque chose à l'intérieur qui est essentiel, et qui est essentiel pour l'humain.
Et si cela n'était pas le cas, il y a longtemps, mais vraiment longtemps, parce que la fin de l'Égypte, hein, il faut compter quoi? Il faut compter vraiment la fin de l'Égypte égyptienne, Ouais. sans compter la partie ptolémaïque, gréco, et après romaine, bah, ça fait déjà 2 millénaires et demi. C'est un bail. Et ça a continué. La meilleure preuve, c'est qu'on est en train d'en parler. Ouais. Donc, donc, je reviens sur l'idée du labyrinthe, parce que, bon, de comprendre, puis ça me fait penser qu'on va faire une activité sur le Minotaure, Thésée et le Minotaure, dans quelques semaines, en fait, où il y a cette idée du labyrinthe, justement. Et on parle de la conscience, le fil d'Ariane, qui reste connecté, c'est-à-dire qui nous ramène à la sortie. Et donc, c'est comme, ça me fait penser c'est comme si on faut rentrer comme on rentre dans le labyrinthe. Vous avez mentionné avec une méthode, c'est-à-dire, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, avoir la conscience d'où est-ce qu'on s'en va, d'où on vient en même temps. Mais il y a quelque chose qu'on doit laisser à l'entrée si on veut rentrer. Ça peut penser aussi à, je pense qu'il y en a peut-être plusieurs, là, mais dans la cathédrale de Chartres, je pense qu'il y a le fameux labyrinthe sur le sol, où, comme vous l'avez mentionné, il y a vraiment un chemin où on rentre dans un côté et on fait les 4 directions de l'espace, et puis on arrive au centre et il y a une ligne directe pour sortir. Donc, si on aborde limite comme la même façon qu'on aborde le labyrinthe, bien, on laisse à l'extérieur du labyrinthe quelque chose, dans le sens où la peur, la raison raisonnante qui dit, ben je peux pas, qu'est-ce que je vais comprendre de ça, c'est ancien, c'est vieux, c'est pas rationnel. Donc, on peut se retrouver dans une confusion. Bon, peut-être que je résume, là, mais l'idée, c'est ensuite, quelle méthode je peux appliquer? Bon. Ou peut-être que ma question est trop large, mais comment je rentre dans ce labyrinthe, dans ce mythe, pour quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec les mythes? Il faut se préparer. Il y a une préparation, comme dans toute chose. Il y a une préparation. Avant l'action, avant toute action, il doit y avoir une préparation. Avec un minimum de training, comment dit-on, d'entraînement. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait une préparation, il faut qu'il y ait une certaine musculation, il faut qu'il y ait une certaine capacité de pouvoir agir, de pouvoir respirer, de pouvoir se conduire. Donc il ne faut pas rentrer bille en tête, il faut se préparer. Comme, encore une fois, toute chose. À partir de ce moment-là, surtout quand on aborde la question du mythe. C'est-à-dire il faut connaître minimalement la civilisation dont le mythe qui nous intéresse était central. Par exemple, en parlant d'Osiris, Isis et d'Horus, c'est l'Égypte, l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, si on veut l'appeler comme ça. Je ne peux pas rentrer dans le mythe d'Osiris, d'Isis et d'Horus en connaissant rien de l'Égypte. Il faut que je puisse quand même avoir des éléments suffisants, basiques, mais suffisants, pour pouvoir m'approcher de cela. Et je répète, on va s'approcher de cela, normalement, c'est ça la méthode que je considère comme la plus fructifère, la plus avantageuse, c'est de rencontrer la figure artistique, les attributs, regarder les couleurs, regarder les contextes. Même si on ne sait pas véritablement historiquement que bon, c'est l'époque de Ramsès VI ou l'époque d'Akhenaton, ou peu importe, là, ça n'a pas d'importance là, à ce moment-là. Mm-hmm. Ce qui est important, c'est de pouvoir récupérer des images, de pouvoir s'habituer à certains types d'images, mais des images qui aussi sont identifiées. Ben, tiens, voilà, ça c'est Isis sous une de ses formes. Alors l'on distingue qu'elle a tel et tel attribut. Mm-hmm. Alors, c'est déjà un peu comme une position qui est statique. C'est-à-dire, OK, on voit les choses. Ensuite, il y a un autre moment qui est important, c'est comment est-ce qu'elle rentre en interaction. Comment est-ce que ces différents éléments entrent en interaction. Ah, ça, c'est déjà un palier de plus. Mm-hmm. Et après, est-ce que ces interactions-là
sont censés. Autrement dit, est-ce qu'il y a une direction? Alors, on peut le dire de manière résumée, est-ce qu'il y a une histoire? Ah, alors là, on rentre dans le côté de l'histoire qui est racontée dans le mythe. Voilà. Mais cette histoire qui est racontée dans le mythe, on la rattache nullement à des événements historiques que l'on peut qualifier dans le temps, dans l'espace. Non, ce n'est pas le moment de faire ça. Si on s'intéresse précisément à la donnée qui est la donnée mythique. Voilà. Alors, avec ça, petit à petit, on commence à avoir une aventure. Et c'est là, à ce moment, si on est toujours dans l'art, que l'on peut rentrer un peu du côté de la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on sait manifestement que ces dieux, ces représentants du monde divin, sont aussi en relation avec des principes, avec des fonctions, avec des lois. Bon, là, on commence alors à avoir une dimension un peu plus mentale. Et comme on a cette base qui est la base artistique et qui est la base dynamique et du mouvement, d'un coup, le fait de mettre en relation des principes et des idées qui sont rattachés à ces représentations de divinité, ça donne un contexte qui est propice à voir maintenant le moment historique dans lequel ça se passe. Alors par exemple, si c'est à l'époque de Ramsès II, où on va retrouver effectivement Osiris, Isis et Horus. Mais cette fois-ci, c'est dans un moment historique qui va se traduire par l'art, qui va se traduire par, concrètement, là, cette fois-ci, par la statuaire, par le temple, par les textes que l'on peut avoir, puisque maintenant, on sait quand même bien lire le langage hiéroglyphique. Donc, on arrive à donner un corps historique qui a cet intérêt de pouvoir comprendre comment est-ce que dans cette époque-là, le mythe a fait histoire. Comment est-ce que, à ce moment-là, le mythe a fait histoire? Alors, si on prend, par exemple, Toutmosis III, puisqu'on connaît quand même assez bien les éléments historiques de ce pharaon, Toutmosis III, mais là aussi, pareil, le mythe est là. Mais c'est une mythologie qui a sa dynamique, qui a son énergie, qui a sa puissance et qui est directement rattachée à l'époque historique. Donc, on peut mieux comprendre, à titre d'exemple, comment est-ce que un contact avec une essence mythique peut être utile dans une époque donnée, comme par exemple la nôtre. Ce que là, j'ose dire, c'est que le mythe Osiris, Isis, Horus, on peut aussi, aujourd'hui même, retirer des éléments qui nous seraient tout à fait utiles. Pour l'époque. Pour l'époque. Au niveau éthique, personnel et sociopolitique? Au niveau de ce qui est essentiel, de ce que porte en essence le mythe. Et aussi, pour aller dans le sens du labyrinthe, hein, ce qui est plus important, c'est moins Osiris en tant que tel, bien qu'il est important, que la dynamique qui se rapporte à Osiris et qu'on a qualifié de nos jours comme étant l'osirification. L'osirification, c'est un processus. C'est un processus qui nous est présenté et qui correspond au fait que l'être humain peut lui-même devenir Osiris. C'est-à-dire que si on comprend que l'Osiris, et c'est très dans les témoignages même culturels de l'Égypte, je pense encore une fois aux 10 livres des morts égyptiens, que c'est pas du tout le titre. Le titre en Égypte, c'est la sortie de l'âme à la lumière du soleil, à la lumière de Ra, à la lumière de Ré, qui n'est pas autre que sa propre lumière spirituelle qui doit passer dans leur perspective, et ce n'est pas la seule, puisqu'on l'entend dans les autres cultures, que chacun d'entre nous possède comme un potentiel. Et quand cette lumière arrivera à être actuelle, c'est-à-dire, on peut poétiquement penser devenir des êtres de lumière, hein, c'est poétique, mais ça doit aussi avoir quelque part une signification à laquelle on peut se relier en termes d'une philosophie à dimension spirituelle. Là, on devient l'Osiris. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir que l'Osiris, il est fixe. Parce que l'être humain est présenté en face de l'Osiris, c'est lui. C'est lui-même.
mais pour qu'il puisse être Osiris, c'est-à-dire être libéré. C'est un peu comme l'équivalent d'un Bouddha, si vous voulez. Ouais. Pour avoir atteint cette illumination, cette libération, pour arriver dans l'Amenti, la terre d'Amon, qui est comme une sorte de similitude que l'on peut faire avec le nirvana, entre guillemets, pour parler d'une autre culture. Pour arriver à vivre dans l'Amenti, il faut soi-même être arrivé, sa propre conscience, sa propre âme, à être une âme, un corps de lumière. Alors, c'est quand même assez intéressant. Et à ce moment-là, ben, ça y est. C'est-à-dire que l'autre est devenu ce qu'il devait devenir, sa destinée, qui est une destinée spirituelle. C'est très intéressant. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant dans la mesure où c'est pas la petite histoire qui est celle que l'on raconte, comme on disait tout à l'heure, qu'il ne faut pas raconter. Ouais. Parce qu'il faut parler de l'osirification, c'est-à-dire le fait que pour l'Égypte aussi, l'être humain a une destinée spirituelle, mais qu'elle n'est pas mécanique, elle n'est pas automatique, elle implique une démarche, elle implique un cheminement. Un cheminement qu'on peut facilement qualifier de initiatique, c'est dans le sens que qu'est-ce qui l'initie étape après étape, initie la prochaine étape et l'autre étape, ben personne d'autre que soi-même. C'est donc une ligne de libération. Vous savez, ça ne bouge pas. Enfin, là, on n'a pas de quoi le faire voir, on fera certainement des activités dans le cadre de... Puisque nous avons le fac-similé du papyrus d'Ani, qui est ce fameux 10 livres des morts, et c'est un livre de philosophie, c'est évident. C'est évident lorsque, précisément, on le rencontre. On pourra faire une activité là-dessus, éventuellement. Absolument. Et là, c'est très bien, sachant que Osiris, et que le processus de l'osirification, c'est-à-dire de cette démarche qui consiste à spiritualiser l'être que nous sommes, et comme cela, on peut s'imaginer que si on arrive effectivement à être un petit peu plus spirituel, on va être un petit peu moins barbare. On va avoir un petit peu plus de compassion, un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de capacité de vivre avec les autres, de respecter la nature et autres. Nous n'arriverons jamais à ce dont nous rêvons en termes d'humanistes par tout simplement des pensées, même si elles sont très belles, ou par des sentiments, même s'ils sont très élevés. Il faut une démarche, de métamorphose, de transformation de soi, et c'est ça que représente le mythe d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Et c'est pour ça que ça traversait l'histoire. Parce que c'est essentiel. Et aujourd'hui encore, ça l'est essentiel. Il ne faut pas attendre que notre bonté personnelle va venir du ciel, ni de la terre, ni non plus d'une doctrine, qu'elle soit politique ou qu'elle soit une pensée religieuse. Ce n'est pas suffisant. La transformation, c'est rentrer dans le labyrinthe, et le labyrinthe n'est pas autre chose que nous-mêmes. C'est pour ça que c'est encore une fois très intéressant. On pourrait s'étonner pourquoi une école de philosophie à la manière classique comme Nouvelle Acropole s'intéresse alors au mythe d'Osiris, d'Isis et d'Horus, à la Bhagavad Gita, à Gilgamesh, à ceci et cela, qui pourra apparaître comme une sorte de soupe avec toute une série de mythes avec lesquels on fait n'importe quoi. Mais justement, non, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une ligne qui est basée sur l'intelligence et non pas sur la force, avec une prétention, c'est de dire, pour atteindre un monde nouveau et meilleur, il faut le construire. Et pour construire un monde qui puisse être nouveau et meilleur, il ne faut pas le penser, le faire par la force, ni par la séduction, ni par la manipulation, mais par l'éveil de la conscience. Nous, ce que nous croyons que chaque individu, au-delà de la race, sexe, credo, religion, situation existentielle, détient en lui le pouvoir de l'intelligence, de l'amour, de la volonté, le pouvoir de la lumière. Alors, ce n'est pas à la mode, mais nous y croyons d'une manière réelle. Et en plus, concrètement. Donc, vous avez parlé de l'osirification. Ça me fait penser à la sortie de la caverne de Platon. C'est un peu la même idée où on part d'un état
et on s'en va vers un autre état. Et ça, c'est dans toutes les traditions, on nous en parle. De ce même processus, c'est un peu sous une autre forme, un peu comme cette idée d'arche du début qu'on disait, où on nous parle des principes, mais nous, il faut reconnaître le principe au-delà de la forme. Donc, c'est ça, pour poursuivre, par rapport à cette osirification. Ah oui, pour aujourd'hui, ça me revient encore, c'était... Bon, on a besoin aujourd'hui de retrouver, encore plus aujourd'hui, ben, à toutes les époques, on avait besoin, mais on s'est comme un peu perdu aujourd'hui dans cette, je dirais, dans l'exaltation de notre capacité, peut-être que le mot est fort, mais de notre capacité technique, technologique, et on pense qu'on va résoudre tous les problèmes par la science, bien que c'est bien, c'est pas le point, mais le point c'est que vous parlez de... Il doit y avoir activation intérieure de nos pouvoirs intérieurs pour évoluer comme être humain, pour devenir pleinement humain. Donc c'est un peu ça, l'osirification. De devenir la forme, là, on pourrait la présenter éventuellement là, dans l'activité, peut-être au montage, là, on pourrait mettre la forme, plutôt la figure d'Osiris avec ses attributs. Parce que ça nous parle de nous, en fait, avec ces deux attributs, ce sens de l'opposé, cet opposé qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un peu comme je le mentionnais tantôt, où une chose pour nous ne peut pas être une chose et son contraire, mais pour Osiris représente justement cette union des contraires. Oui. Donc, mais c'est très paradoxal. Ouais. Et ça ne peut pas être autrement que paradoxal chaque fois qu'on part de la base que l'être humain n'est pas que extériorisation. Parce que qu'est-ce que c'est qui s'extériorise? N'est pas que relation au monde extérieur, relation aux choses, relation aux êtres extérieurs, aux personnes. Ce n'est pas non plus uniquement mu par une satisfaction ou un désir de satisfaire des pulsions, de satisfaire des désirs. C'est-à-dire l'être humain est aussi intériorité, et c'est même essentiellement une intériorité. Parce que la façon d'être à l'extérieur répond bien à ce que je crois être. C'est moi, c'est je. Mm-hmm. Je fais ceci, je ne fais pas cela. Je réagis de cette façon, je ne réagis pas de cette façon. Je désire telle chose et pas telle autre chose. Je suis appelé par l'extérieur. Bon, parfait. Alors j'agis en fonction des désirs, mettons. Mais qui? Je. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui est à l'intérieur de soi et qui est fondamentalement je. Et c'est sur ce je qu'il faut réfléchir. C'est quoi ce je? Quoi je? Et ensuite, on arrivera effectivement à se poser la question, c'est qui ce je? Est-ce que c'est simplement les choses extérieures que je crois être moi pour le fait qu'elles soient miennes ou que je désire qu'elles soient miennes? Alors maintenant, c'est ma chose. Alors, j'ai trouvé mon identité parce que je l'ai achetée. J'ai acheté ma voiture, que je rêvais, à cause de la publicité. J'ai acheté la voiture. Maintenant, elle est à moi. Alors non, c'est ma voiture. C'est ma voiture qui est devenue mon identité. On voit trop souvent ce genre de phénomène de nos jours. Parce qu'on ne fait que la promotion, qui est la promotion peut-être de données très, très, très matérielles. Mais très bien. Mais il y a un moment donné où il faut se rendre compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce jeu ne se réduit pas du tout aux possessions que le désir m'a amené à vouloir obtenir, quels que soient les moyens. Ouais, alors avec l'argent, ou si je n'ai pas l'argent, peut-être avec des subterfuges, plus ou moins, et peut-être plus que moins, etc. Il y a un moment donné où non, il y a un moment donné où la question du jeu, c'est qu'est-ce que je suis, finalement? Si je ne suis pas le lit, l'édredon, la casserole, le vélo, la planche à voile, le chalet, le fusil, le ceci, si je ne suis pas tous ces biens, je crois que vous avez mis, à un moment donné, sur votre site, je ne sais plus exactement le détail, les possessions de Gandhi.
Mhm. Alors c'est une Oui, photo oui. où on voit à la fin de Corby, la fin de sa vie, voilà ses possessions. Alors c'est quoi? C'est une paire de sandales, une tunique, un encensoir, je ne me rappelle plus Ouais, ouais. exactement. Il y a 4 ou 5 objets. Donc, et Gandhi, c'est quand même quelqu'un qui nous apporte une certaine possibilité de réflexion dans sa propre existence. C'est-à-dire que sa pensée, c'est son existence, c'est sa vie. Mm. C'est une philosophie à la manière pratique, à la manière classique. Alors on voit très bien que là, il ne s'est pas défini avec sa paire de sandales. Hein. Parce que si sa définition, c'était ma paire de sandales, il n'allait pas bien loin. Alors avec tout ce que nous avons, on se rend compte que non, lui, ce jeu ne s'est pas trouvé emprisonné dans les biens matériels. Et par le désir d'en avoir encore plus. Et encore plus. Et c'est comme ça qu'on meurt dans la matière. C'est pas ça. Alors il y a un moment donné où je dois me réfléchir, mais qu'est-ce que je suis? C'est pour ça qu'on présente dans notre cours de philosophie à la manière classique, dans les tout premiers thèmes, justement, qu'est-ce que l'être humain? Réfléchissons, qu'est-ce qu'est l'être humain? Et quel est l'ensemble de l'héritage spirituel qui est le nôtre, puisque nous faisons partie de l'humanité, sur c'est quoi la réponse à ça? Qu'est-ce que l'être humain? Qui est prioritaire ou prérequise à l'autre question qui vient immédiatement après, qui suis-je? Et là commence notre vérification. Il y a la démarche qui vise à comprendre ce que je suis, à comprendre qui je suis, pardon, c'est-à-dire à rentrer dans le sens de l'identité, dans le sens de l'être. Ça tout ça, ça fait partie de la Bhagavad Gita, Arjuna, comme vous le disiez tout à l'heure, la dite allégorie de la caverne de Platon, et puis bien d'autres choses, qui est tellement intéressant à rencontrer et surtout se rendre compte qu'ils disent tous la même chose. C'est-à-dire que le message essentiel est le même. Il est le même. Et c'est ça qui fait sa valeur. Il fait une valeur de nature scientifique. Puisque tu remontes dans le temps, tu changes de civilisation, de différentes possibilités. Et quand on réfléchit sur l'essentiel, et surtout sur la destinée réelle de l'être humain, pas de l'avoir, pas de la possession, mais de l'être humain, c'est quand même merveilleux. Il y a une autre histoire, qui est l'histoire de l'humain, l'histoire de l'humanité, et qui ne se résume pas à l'histoire matérielle ou technologique. Là. Et ça qui est intéressant. Est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Bien sûr que oui. Ouais. La figure d'Osiris, d'Isis et d'Horus, qui est ce cycle qui nous parle de vie, mort, renaissance. Le fait qu'il y a des choses que l'on doit vivre, des choses qui, parce qu'on le vit, on peut retirer l'essence de ce que l'on vit, et que cela fait que toutes les expériences qui nous ont permis cette maturation et cette essence, on n'a plus besoin des formes et des matières qui donc disparaissent. C'est la mort. Mais avec une renaissance dans un autre domaine, un autre plan, avec quelque chose d'un peu plus supérieur, et c'est l'Horus. C'est-à-dire Osiris, Horus, c'est cette dynamique de vie, mort, renaissance, et qui est tout enveloppée par cette grande figure extraordinaire de la dame, de ce mystère féminin, et qui est Isis, la grande magicienne, la maîtresse des nœuds, celle qui sait comment les nœuds se font, et celle qui sait comment, dès lors, l'on peut dénouer ces nœuds, et ne pas tomber dans la tentation de vouloir les couper, ce qui correspond à un rejet dans le subconscient et à une non-résolution. La maîtresse des nœuds, la maîtresse des ligatures, c'est quelque chose de très intéressant à réfléchir. Ouais. Et ça, la philosophie et la manière classique nous aident progressivement. C'est pour ça que dans notre démarche, dans notre école de philosophie et la manière classique, nous avons très rapidement, dans les cycles d'études et de pratiques qui se poursuivent, une matière qui est symbolisme comparé, qui n'est pas syncrétisme, et qui est éclectisme. C'est pas pareil. L'humanité est une, mais multiples sont ses visages. Mais elle est une cependant parce que sa destinée est une. Ce sont des idées qui ne sont pas à la mode, mais qui peuvent sensibiliser le cœur de la jeunesse et des moins jeunes. Fondamental. Et cette question de qu'est-ce que l'être humain,
la première question à se poser et surtout de vivre en conséquence. On en a déjà parlé, je pense, où ben, si l'être humain est, et là je ne veux pas opposer la vision moderne à la vision traditionnelle, mais c'est à nous de se poser la question, c'est-à-dire si l'être humain n'est qu'un corps biologique et tout se passe au niveau du cerveau, et puis l'évolution se fait par hasard, et puis je pense que ça change, là, les gens se rendent compte des limites. Donc si on a une vision du monde où l'être humain évolue et qu'on a une sensibilité, ben il faut choisir qu'est-ce que je fais pour vivre en correspondance avec cette sensibilité qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a un devenir, qu'il y a une évolution et qu'il y a un moi ou un Osiris en moi, cette osirification, cet être vers lequel je veux marcher, qui m'inspire, mais je vois vraiment que maintenant, non, je n'y suis pas. Donc l'osirification, c'est faire ce travail-là, d'arriver à sortir de notre... sortir, à changer, à se transformer d'un état X à un état intégré, qui intègre tous nos plans, qui je suis, où je vais, qui est en accord avec en harmonie avec la nature. Donc, je trouve que ça répond un peu à la question, pourquoi les mythes? Parce que les mythes, parce qu'ils sont là, parce qu'ils nous parlent de cette voie-là, qu'il y a cette voie. Oui, au départ, et c'est très très clair avec la sagesse de l'Égypte ancienne. Mm-hmm. On ne va pas le développer, mais ça se trouve notamment écrit noir sur blanc en langage hiéroglyphique dans le fameux livre des morts égyptiens, c'est-à-dire la sortie de l'âme à la lumière spirituelle, à la lumière de Ra, à la lumière du soleil. C'est très très clair, il y a un prérequis. Le prérequis, il est moral. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans toute une démarche, qui est une démarche qui peut amener à la découverte de soi et par conséquent à la découverte de pouvoir, il y a un prérequis qui est l'attitude morale, qui est l'être moral. Le fait que l'individu n'a pas une morale, sinon qu'il est moral. Ce n'est pas qu'il a une éthique, c'est qu'il est éthique et que c'est une donnée qui est intrinsèque à l'intérieur de lui-même. C'est lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une identification qui fait que à l'intérieur, il y a une petite voix qui est là, qui nous dit d'une façon évidemment onirique pratiquement, qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas profiter de l'autre. Il ne faut pas profiter de la nature. Il ne faut pas manipuler les choses. Il faut être sincère avec soi-même, avec les autres. Et s'il y a cette attitude intérieure qui existe, s'ouvre la porte de la philosophie à la manière classique. Et s'ouvre aussi, pourquoi? Parce que s'ouvre cette conscience réelle, tangible, que oui, il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous un être de bien, un être de bonté, un être d'amour, un être de volonté, un être d'intelligence, un être qui pense effectivement que l'harmonie n'est pas une vue, disons, purement irrationnelle. Ça, c'est très clair. Et c'est ça que je trouve qui est tout à fait intéressant. Donc ce prérequis, il est là. Et le deuxième que je signalais tout à l'heure en disant qu'il y a deux prérequis, le deuxième, c'est d'avoir une conscience réelle qui se résume d'une façon simple dans cette expression « je suis imparfait ». Je suis imparfait. Mm-hmm. Donc, il est évident que ça veut dire que tout ce qui concerne l'orgueil, la vanité, l'arrogance prend une grosse claque, là. Parce que sinon, non, ce sont les autres, là. C'est les circonstances, c'est le destin, c'est je ne sais pas quoi, c'est la politique, c'est la religion, on ne sait pas trop quoi, on est victime des autres, et c'est ça qui alimente l'arrogance, la vanité et compagnie, et on reste dans l'infantilisme, voilà, etc. Donc, ok, non, ça, ce qui lui donne un gros coup, c'est si vraiment il y a un éveil comme quoi je suis imparfait. Mais
et c'est ça qui est important, ben, ça va avec « je suis imparfait, mais je suis perfectible ». Je suis imparfait, mais je suis perfectible. Je suis plomb, mais je peux devenir cuivre, et peut-être argent, et peut-être or, en prenant la symbolique alchimique. Mais cette prise de conscience est fondamentale. Elle est fondamentale. Et si je suis imparfait, j'ai la capacité de reconnaître mes défauts et mes erreurs. J'ai la capacité de le dire. Vous voyez? Et donc voilà les deux prérequis. Une morale, un être de morale, un être d'éthique, et une prise de conscience que je ne suis pas arrivé. Non, je n'ai pas la connaissance. Non, je n'ai pas la vérité. Non, je n'ai pas tout ce qui ferait que je suis déjà arrivé. Je n'ai pas ça du tout. Je suis imparfait. Pas nul, mais imparfait. Mais je suis perfectible. Et si cette conscience, elle existe dans cette enveloppe d'éthique et de moralité, là, je peux m'engager dans une voie que nous appelons philosophie à la manière classique. C'est-à-dire pratique, qui ne sépare pas l'être et l'existence. Voilà, c'est ça notre proposition. Bien, on pourrait continuer un bout, mais on va terminer sur ça. Merci beaucoup, Denis, pour cette entrevue. Et bon, on va vous réinviter encore. Il y en a d'autres. Hein? C'est ça. Il y en a d'autres, je ne suis pas le seul. J'ai pris un abonnement pour trois séances. Mais bon, ensuite, nous avons d'autres personnes qui vont très bien pouvoir animer tout ça. C'est un bon format, je trouve ça intéressant de dialogue, parce qu'on est nous, on n'est pas en train de faire un spectacle. Donc on essaie de... Oui, ou de vouloir convaincre qui Convaincre, c'est ça. On parle de notre vécu et d'une réalité concrète qui est cette voie de philosophie. Et une ouverture. C'est une invitation, c'est une ouverture. Donc, merci beaucoup, Denis. Merci à vous. Le jour de l'activité, on sera là pour les questions, donc aussi. Donc, à bientôt. À bientôt.